On va passer 20 minutes sur ce premier sujet qui était une forme de, je dirais, de challenge ou de défi de parler de ce thème, parce qu'il a l'air très très simple. Et c'est vraiment l'esprit de mon premier transparence, c'est de vous dire, oui bien sûr, s'il faut mesurer la sécurité, il n'y a pas de doute, il faut le faire. On ne peut pas imaginer faire de la qualité de la sécurité sans l'imaginer de façon concrète, de mesurer. Et une fois qu'on a dit ça, il y a quelques aspects qui sont assez faciles à faire, et tout le reste est vraiment difficile. Donc, on va essayer de parcourir assez rapidement les questions que pose la mesure. Et on va commencer, puisque c'est un peu le plan amusant que je vous propose, de partir de ce qui est facile pour aller vers ce qui est compliqué et pour finir par ce qui est complexe. Et vous verrez que ça nous fait changer de monde progressivement. Alors, les questions de base, c'est sûr, vous êtes tous plus ou moins dans cette logique de mesurer. Et la première question, c'est si on est sur un site ou dans une industrie quelconque, c'est qu'est-ce qu'on mesure? On peut mesurer deux grands objets. On en reparlera plus en détail tout à l'heure. On peut mesurer la sécurité au travail des personnes qui travaillent, et puis on peut mesurer la sécurité des installations. Et en fait, c'est deux mondes différents qui posent des questions très différentes. Alors, on verra un certain nombre de choses qui sont liées à ça plus tard. Après, si on mesure, ça veut dire que déjà, on se met dans cette idée qu'il y a une cartographie qui est accessible, où on peut mettre des volumes de risques, des types, etc. Bien sûr, il faut le suivre, donc on peut mettre des indicateurs, mais on peut les mettre sur le processus. Est-ce que vous portez le casque? Ou on peut le mettre sur le résultat. Est-ce qu'il y a un ouvrier qui a pris une pierre sur la tête? Et ce n'est pas tout à fait la même chose, et évidemment, ça conditionne une batterie qu'on sent nécessaire sur les deux volets. On va être intéressé pour savoir si les gens portent le casque. On va quand même essayer de compter aussi s'il y en a qui ont pris la pierre sur le casque. Et puis pour quel objectif? Et ça ne va pas être la moindre des questions, c'est est-ce qu'on travaille quand on mesure pour la tutelle ou pour une espèce d'organisme extérieur, quel qu'il soit, ou est-ce qu'on travaille pour soi? Et le simple fait de poser ces questions amène à discuter dès ce niveau facile un certain nombre de points. Alors, le premier point qu'il faut discuter, c'est on a vraiment une pléthore de méthodes pour commencer à parler de cartographie, par exemple. Alors, c'est des techniques a posteriori, a priori, vous connaissez tous ça. Et ce que je voudrais vous dire à ce niveau-là, c'est que c'est assez amusant de constater, je viens de faire une méta-analyse sur 20 ans de publication, le poids énorme qu'a pris les industries les plus sûres, c'est-à-dire le nucléaire et les transports publics, dans la construction de ces outils. Et dans ce qui est finalement recommandé pour usage de bonnes mesures. Et c'est assez amusant parce que ces types d'industries, dites ultra sûres, représentent en France à peine 20% de la réalité industrielle. Et si on les tête au niveau mondial, représente 7% de la réalité industrielle mondiale. C'est-à-dire que 7% occupent 80% de la littérature et donnent un aspect de grand frère qui serait la seule idée qui est à observer. Et donc, une des questions sur la mesure, c'est est-ce que ce qui est donné par ces industries, qui sont des références, avec d'énormes moyens sur la mesure et d'énormes moyens pour mesurer, sont jouables par des industries qui ne sont pas aussi sûres, avec moins de moyens, et surtout des enjeux de risque tout à fait différents, car ce qui distingue les industries les plus sûres des industries les moins sûres, ce n'est pas que la mesure, c'est la volonté de s'exposer au risque. Et donc, plus on est dans une industrie très sûre, plus on maîtrise cette volonté d'exposition au risque. Mais moins on est dans des industries sûres, plus on s'expose au risque parce qu'on pense qu'on a à gagner à s'exposer au risque. Que ce soit d'aller chercher du pétrole à 10 000 mètres de profondeur ou à aller soigner des gens avec des techniques de chirurgie qui n'ont jamais été employées jusque-là, c'est de l'exposition au risque. Si vous ne voulez pas faire ça, vous serez beaucoup plus sûr. Parce que si vous restez sur des choses que vous maîtrisez depuis très longtemps, vous aurez effectivement ce savoir. Alors, je vous ai dit, des méthodes, ça ne manque pas. Évidemment, ce n'est pas l'objet en 20 minutes de les reviser ou même de les citer, de l'analyse de processus à tout ce qui va nous permettre d'avoir des indicateurs sur à peu près tous les domaines. On n'est pas à court de méthodes. On n'est pas à court non plus d'informations sur ce qui se passe, et ça fait partie des méthodes, a posteriori. Donc on a beaucoup de méthodes a priori, et a posteriori, on a également,
Il ne veut pas se mettre en route tel que je l'imaginais, mais ce n'est pas très grave. A posteriori, on a également énormément de méthodes qui sont basées sur les REX. Et sur les REX, c'est assez amusant de voir, là encore, que ce qu'on mesure est très particulier. Quand on fait une mesure qui est basée sur les opérateurs, on sait, de façon à peu près transversale dans la littérature, qu'on ramasse entre 15 à 20% du réel. Donc c'est une mesure très peu représentative du risque. C'est une mesure très peu représentative du risque. Donc le seul espoir, finalement, dans le futur, c'est d'espérer encourager plus les gens à rapporter, et donc de faire monter le nombre de rapports pour avoir un effet qui soit plus réaliste du risque que vous avez. Donc la mesure, quand vous partez uniquement sur des processus qui sont racontés par les gens qui subissent le risque, c'est presque une mesure qui va dans le sens opposé de ce que vous pouvez espérer normalement d'une mesure sur la sécurité. Le bon résultat, ça serait que ça augmente. Ce n'est pas le cas si vous prenez d'autres indicateurs sur la mesure. Vous pouvez avoir des indicateurs qui sont plus automatisés sur le processus, sur le résultat, qui ne passent pas par des déclarations des gens, et pour lequel vous avez un indicateur qui, là, quand il baisse, signifie quelque chose qui est effectivement une baisse de risque. Et quand vous mélangez tous ces indicateurs, ben vous pouvez arriver à des choses qui sont un petit peu difficiles. Alors on va le voir tout à l'heure sur un exemple, mais la première difficulté que vous allez avoir, c'est à condition que vous ayez investi dans la mesure, une profusion de chiffres. Donc vous allez produire de l'usine à chiffres. Vous allez produire de l'usine à matériel qui vous donne des mesures de palpeur de risque sur votre établissement. Et la question, c'est évidemment, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors vous pouvez faire du comptage, mais je viens de vous dire combien c'est difficile, parce que déjà on a mélangé des poireaux avec des pommes de terre, c'est-à-dire d'un côté des témoignages de gens qui travaillent, dont franchement le bon espoir en termes de mesure, c'est qu'ils augmentent d'une année sur l'autre, parce que plus vous avez de témoignages, plus vous êtes au courant de ce qui se passe sur votre usine, et donc il ne faut surtout pas que ça baisse continuellement. Puis de l'autre côté, vous avez des indicateurs qui mesurent vraiment sur le processus des comportements du processus physique, vous n'avez pas de déclaration des gens, et cela, vous pouvez espérer que quand c'est des comportements anormaux du processus physique, il faudrait mieux qu'ils baissent. Donc déjà, vous avez poireaux et fromage, ou poireaux et pommes de terre, ce que vous voulez. Mais en plus, pour travailler en sécurité, il faudrait comprendre et analyser. Or, pour comprendre et analyser des indicateurs qui vous signalent un risque à 10-2, c'est-à-dire qui est extrêmement fréquent, il vous faut une toute petite équipe dans votre usine. Vous pouvez avoir des gens peu qualifiés, en petit nombre, parce que c'est évident de comprendre la cause des problèmes. Mais si vous sécurisez votre processus, ce qui est à comprendre est beaucoup plus difficile. Il ne faut plus comprendre que la surface, il faut comprendre les précurseurs. Donc il faut commencer à faire des analyses approfondies et passer du temps. Et si vous êtes dans des processus très très sûrs, alors il faut passer énormément de temps parce que le modèle de risque, ce n'est plus un modèle qui est très simple, c'est un modèle de percolation, c'est un modèle où, en ratio, il vous faut 10, 15 fois plus de personnel que vous n'en aviez quand vous étiez à 10 puissance moins 2. Donc là, le problème de la mesure, c'est déjà un problème de relativité. C'est-à-dire que si vous êtes très très fort et très très sûr, alors la mesure va vous coûter très très cher pour comprendre votre problème et l'utiliser dans le futur. Si vous êtes très très peu performant, vous n'aurez peut-être pas besoin d'investir autant. Et alors du coup, ça pose aussi d'autres questions. C'est le temps que vous investissez sur tout ça. Et vous voyez, c'est un angle pour la mesure qui est tout à fait stratégique dans l'industrie. C'est quelles ressources on va vraiment mettre sur la mesure. Alors, si vous faites des staffs experts et que vous réunissez 10 professionnels du processus autour de la table, vous allez récupérer très très vite, avec pas beaucoup d'investissement, 50% du problème. Si vous faites des analyses approfondies derrière, il va vous falloir mettre beaucoup plus de temps, hommes, pour faire les analyses sur les événements. Vous allez récupérer 60, 70, 80%, 60% du processus. Si vous faites une analyse préliminaire des risques ou des méthodes un peu formelles jusqu'au bout, vous allez récupérer presque 100% du risque. Jamais 100, mais presque 100%. Ah ben alors, donc, vous me direz tous, eh ben, il n'y a pas de doute, il faut faire le maximum. Là, il y a un problème, c'est que si vous êtes une industrie très stable comme le nucléaire, déjà, il faudra investir assez d'hommes chaque année pour redresser l'obsolescence de la cartographie de l'année d'avant. C'est 2% par an. Donc il faudra mettre quand même des hommes qui réajustent chaque année la cartographie. Mais si vous êtes sur un processus comme la médecine, qui change 15 à 20% de son contenu chaque année, il vous faut faire pratiquement une nouvelle cartographie tous les ans.
Et donc, il vaut mieux la tenir avec des méthodes relativement légères en mesure, mais à jour, plutôt que des méthodes très lourdes qui deviennent obsolètes très rapidement. Et donc, vous voyez que, du coup, ça donne un regard sur la mesure qui est un regard un peu plus stratégique. Il ne s'agit pas de dire on va mettre en place des mesures, c'est que les mesures, il faut qu'elles vous expliquent quelque chose sur votre problème. Et donc, qu'elles soient à jour déjà, qu'elles vous parlent de vrais problèmes, pas qu'elles vous parlent des problèmes du passé qui ne sont plus d'actualité. Après, vous prendrez des décisions, vous connaissez ces matrices de risque, avec les mesures que vous aurez faites, et vous aurez l'impression que vous dominez la question et que peut-être vous avez bien utilisé vos mesures. Alors je voudrais vous dire que quand même, il y a des points qu'on a un peu sous-estimés dans la mesure, au-delà de ce point facile. Le premier point qu'on a sous-estimé, c'est qu'on a longtemps considéré que la mesure, elle allait s'exercer sur des objets bien classiques tels qu'on les a cités avant, mais qu'elle allait pouvoir aussi concerner les risques qui sont d'amplitude plus faible, et particulièrement ce grand domaine des signaux faibles. Alors c'est assez intéressant parce que la littérature dit vraiment ça, il faut aller le regarder. Hein. Et puis les gens ils disent ça, il faut vraiment les mesurer et les prendre en compte. Et puis c'est juste ce qu'on ne fait jamais. Et c'est explicatif ce qu'on ne fait jamais. C'est qu'on ne peut pas mesurer avec un outil qui n'est pas fait pour mesurer des signaux faibles, des signaux faibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire rentrer dans un modèle formel de risque des signaux faibles. Ils seront rejetés puisqu'ils sont construits pour rejeter des signaux faibles. Et donc vous êtes obligé de ne pas utiliser la même mesure pour travailler sur des risques de type signaux faibles que pour travailler sur des risques de type émergent et cadrés par la matrice de risque que vous avez construite avant. Et du coup, ça vous explique un deuxième point, c'est qu'il faut construire plusieurs systèmes de mesure qui ont des objectifs totalement différents et pas un système de mesure qui serait censé tout couvrir. Alors, deuxième point, pour qui mesurer? Ça, c'est assez intéressant. On peut mesurer en boucle courte pour le site, en boucle longue pour le siège, en boucle externe pour les tutelles. Et vous me direz, et alors? Eh bien alors, je vous cite juste cet exemple qui vient de la médecine, parce que c'est là-dedans que je baigne actuellement, à l'OCDE, mais le bureau d'à côté à l'OCDE, qui ne s'occupe pas de médecine mais de chimie, aurait probablement conclu la même chose. Sur de très longues séries qui ont été faites dans le codage et la mesure des risques en médecine, on s'est aperçu que, en fonction de qui est la cible de la mesure, c'est-à-dire si vous codez et vous savez que vous mesurez pour la tutelle, votre compte est différent que si vous savez que vous mesurez pour vous. Et il est différent que si vous savez que vous mesurez pour votre siège. Ni vous codez de la même façon, ni vous mesurez le même nombre, et c'est juste le reflet du fait que vous interprétez ce que l'autre attend, et que vous n'interprétez pas la même chose si c'est pour la tutelle, pour lequel vous avez une interprétation de ce qu'il attend en termes de codage, en termes d'expression, en termes de mesure, que si vous le faites pour votre équipe en boucle très courte où vous allez juste irriguer les gens qui sont autour de vous. Et alors ça, c'est dramatique, parce que c'est rarement précisé pour qui on mesure. En général, c'est pour tout le monde. Il y a une seule mesure qui se balade et qui est utilisée en libre service. Mais c'est le demandeur qui est le plus haut, c'est-à-dire si vous dites que c'est pour la tutelle aussi, alors tout le codage part sur l'orientation pour la tutelle et vous ne pouvez plus vous en servir localement parce qu'elle n'a plus de sens local. Et si vous la gardez localement, il faut s'interdire absolument qu'elle sorte, parce que si on sait qu'elle sort, hop, elle est codée différemment, parce qu'on sait que d'autres vont la regarder. Alors ça, vous me direz, c'est grave. Ben oui, c'est dramatique, parce que ce n'est pas maîtrisé du tout. Ce n'est pas maîtrisé du tout, par aucune industrie. C'est-à-dire qu'on a des mesures qui sont flottantes sur l'adressage réel de celui qui va l'utiliser derrière. Après, on a que faire de la mesure dans le sens voulu, on a une logique du toujours moins, qui est la seule logique acceptable. Mais surtout, je voudrais vous amener à un résultat de ce type et vous dire qu'est-ce que vous auriez fait vous. Voilà, vous savez, c'est encore de la médecine, parce que je suis dedans, je vous le répète actuellement. J'aurais pu sortir des exemples d'ailleurs, mais celui-là, vous le comprendrez très bien. C'est les mauvais côtés en chirurgie. Mauvais côté, ça veut dire que vous êtes venu vous faire opérer l'oreille droite et on vous a enlevé l'oreille gauche. Bon, c'est pas génial, et ça représente quand même un événement sérieux. Les Américains n'en avaient pas dans les années 95, en tout cas ce que disent les courbes de la mesure, parce qu'on n'avait pas mis d'indicateur. Donc on ne regardait pas. Puis on a mis un indicateur, et puis les 2 premières années, il y en a eu 3, 4, 5, 10. Alors l'agence a dit, ah, c'est drôlement bien, maintenant on a fini par savoir des choses qu'on ne savait pas avant, vous voyez, depuis qu'on a mis l'indicateur, ça c'est bon. Puis la 4e année, il y en a eu, vous voyez, 30.
On a dit, bon, c'est bon qu'on sache, mais on va maintenant faire une politique quand même pour qu'il y ait moins d'oreilles droites coupées à la place de l'oreille gauche. Donc on va faire une grande politique nationale avec de la mesure ciblée, de l'organisation pour que ça soit réduit dans le futur. Et l'année d'après, il y en avait le double. On a dit, bon, la politique a révélé, finalement, a ouvert une manière de parler de cette problématique et on est beaucoup plus au courant qu'avant. Bon, l'année d'après, il y avait encore le double. Là, il faut vraiment faire quelque chose. Donc, on a fait un plan national énorme en disant, là, ça suffit, quoi. Ça, on peut dire qu'on en apprend de plus en plus, mais on ne peut pas vivre longtemps avec ça double tous les ans alors qu'on a dit que c'était pas bien. Et ça a duré pendant 10 ans. Ça continue à doubler d'année en année. Il y a eu des plans nationaux de tout ordre. Et ce qu'ont fait les Américains, c'est supprimer la mesure. Parce que c'est juste ingérable par une tutelle. C'est juste ingérable par une tutelle, comme si ça vous arrivait. Si vous êtes sur des phénomènes de démasquage de départ, jusqu'où va aller le démasquage? Où est le réel? Où est la cible du réel? C'est 10 fois ça encore, et vous ne savez que 1/10 de la réalité quand vous êtes arrivé au bout de 10 ans. Et donc, vous voyez bien que mesurer, je ne sais pas ce que j'ai fait, mesurer, c'est aussi avoir une interprétation politique et stratégique prête quand vous avez la mesure. Ce n'est pas simplement mesurer. Parce que si vous faites que mesurer, vous pouvez être drôlement dans la merde. Et une fois que vous avez ça qui s'affiche tous les ans, au bout d'un moment, vous avez les médias qui viennent vous voir en vous disant « mais votre politique, là, elle est bonne. Et comme vous n'en avez pas d'autres à proposer, vous faites comme les Américains, vous arrêtez. » Alors, l'autre problème, je les passe assez vite, parce que je voudrais terminer dans les 5 minutes et puis laisser la place à 2 questions. C'est un peu du picotage à droite à gauche, c'est celui des différences d'industrie. Je vous ai dit, on a un grand frère, on a plusieurs grands frères, ou grandes sœurs. Hein. C'est le nucléaire, le rail, l'aviation, tout ça, c'est des super sûrs qui sont parfaits. Mais ils ne sont pas innovants du tout, pas du tout. Hein. Donc, vous voyez la demi-vie de la connaissance dans les différentes disciplines, 17 ans dans le nucléaire. Donc en 17 ans, vous avez effacé la moitié de la connaissance de la discipline pour la remplacer par une nouvelle connaissance. Je vous rappelle qu'il faut 5 demi-vies pour annuler la connaissance d'une spécialité. 5 demi-vies, ça fait 5 fois 17 ans. On est sur du centenaire quasiment, sur du nucléaire. Hein. Vous avez dans l'aviation civile 13 ans. Et puis vous descendez, vous tombez sur la médecine qui se balade à 5 ans. Et puis vous tombez sur les industries hyper innovantes comme le logiciel, vous êtes à 2 ans. Et vous avez un cycle qui est un cycle de qualité théorique qui tourne sur 10 ans. 2 ans pour voir le problème, 2 ans pour le mesurer bien et en faire le tour, 2 ans pour le transmettre aux autorités qui vont prendre des décisions, qui vont mettre en route une solution. Et vous voyez que ça ne peut pas être la même réponse qui est faite dans ces industries grands frères et puis dans les industries très innovantes. Vous voyez bien que l'industrie innovante, elle va avoir 2 soucis de mesure. Inadéquation des modèles de qualité et surtout instabilité considérable de la mesure de la sécurité. En médecine, vous en avez un exemple là, 67% des erreurs médicales de 2011 n'auraient pas été considérées comme des erreurs en 2004. Simplement parce qu'on a progressé tellement qu'en 2004 c'était normal, en 2011 c'est une erreur. Et quand vous avez une instabilité de la mesure comme ça, vous tuez le rétroviseur. Or, la plupart de l'action de sécurité sur la mesure, c'est de regarder sur le rétroviseur et l'intégration dans les années. Donc si vous tuez le rétroviseur, qu'est-ce que vous faites de la mesure? Vous avez une nouvelle mesure cette année, bon, il y a plus d'erreurs, mais vous avez changé toutes les règles. Donc comment se comparer à l'année d'avant? Et vous voyez bien que ça, c'est absolument terrible, c'est le problème aussi des logiciels. Et donc ces métiers très innovants doivent utiliser la mesure totalement différemment du grand frère nucléaire et du grand frère transport public. Et ça c'est pas évident, parce qu'en gros, il n'y a qu'un tome avec un truc de référence qui a été écrit par les grands frères. Et donc, il faut réécrire des tomes spécialisés pour ces industries qui ont des spécialités différentes. Et puis, le sens dépend de l'attente sociale. La logique du toujours moins apparente, seule logique acceptable, mais elle devient vite irrationnelle ou découplée du réel. Et même pour les industries les plus sûres, l'irréel devient le simple fait d'avoir l'événement. C'est-à-dire que sur du nucléaire, comme sur du rail, la question de la mesure sur l'outcome, sur le résultat, c'est pas une fréquence qui baisse.
ce n'est pas d'événement. Ce n'est pas d'événement majeur. Vous pouvez avoir une fréquence sur des variables intermédiaires, mais sur des événements majeurs, ce n'est pas d'événement majeur. Et alors, à partir de là, vous avez un traitement de la mesure qui est tout à fait différent d'un système dans lequel vous avez un événement majeur tous les jours. Et vous avez une interprétation de ce qui est l'organisation de la mesure et de la sécurité qui explique que le grand frère, je vous en parle beaucoup parce que c'est très, très, très au centre des difficultés qu'on a dans la mesure. Le grand frère, représenté par ce nucléaire, ces transports publics, enfin ceux qui sont très, très exposés et qui sont déjà très, très performants, finalement, ils se sont confortés socialement dans une vision de la mesure qui est inexportable dès la chimie. Je ne parle pas de la médecine ou je ne parle pas de ce qui est encore plus bas. Alors donc, on a un vrai problème, c'est il faut faire une collection de tomes. Il ne faut pas faire un seul tome pour parler d'un objet qui serait unique pour tous. Et ça, il faut aussi l'expliquer au public qui est en face. Et puis je terminerai par ce qui est complexe. D'abord, les échanges stratégiques de priorité. Vous avez cet article qui est très intéressant, c'est 500 approches dans le risque qui se mesurent en termes d'années de vie perdues, de QALY. Et je vous donne juste un exemple. Si vous traitez de l'obésité, vous pouvez regarder par la mesure l'efficacité d'un traitement sur l'obésité de l'endocrinologie. Mais vous pouvez regarder l'efficacité de l'interdiction de la vente du Coca-Cola. Et je peux vous garantir que c'est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que vous avez 1000 manières de rentrer dans la mesure du même objet en fonction de la position que vous regardez, qui est une position de jugement extérieur. Si vous êtes très microcentré sur votre métier, vous allez regarder comment votre métier contribue au résultat. Mais il y a plein d'autres choses qui contribuent au résultat. Si dans un État, vous avez réussi, alors ça a été fait aux États-Unis sur 2 États, sur des périodes assez courtes, mais si vous avez réussi à réguler très 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 fortement dans les écoles par un plan très directif, la vente de tout ce qui est substitut de boissons sucrées, etc., et d'accès à ce qui est dramatique aux États-Unis, de prise alimentaire dans la journée, vous avez un résultat, mais explosif en termes de mesure par rapport à tout ce que vous pouvez donner comme traitement à ces gamins que vous prenez en charge. Et c'est vrai pour presque tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a des visions de mesure qui sont centrées par son métier et son petit emploi dans son petit domaine. Mais si vous élargissez un petit peu, vous pouvez échanger les risques et vous pouvez regarder la mesure par un autre biais qui est des fois bien plus pertinent en matière d'action. Donc ça, évidemment, c'est plus complexe parce que ça nécessite de s'ouvrir de son regard. Deuxièmement, on a un deuxième lien très complexe, c'est celui qu'il y a entre mesure de la sécurité des travailleurs et mesure de la sécurité du processus. Alors on se doute qu'il y a des liens. On a intuitivement des liens. Insatisfaction, crise, absentéisme, accident du travail, oui, ça doit être lié aussi à accident dans le processus si ça se multiplie. Moi, on pense que ça a un rapport évident. Seulement, entre les rapports évidents et les théories, et les modèles qui aient été écrits dans des livres et qui soient robustes, il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont contribué à ce domaine, mais on a encore plus à découvrir que ce qu'on a écrit sur ça, sur ces rapports complexes qu'il y a entre les deux. Et c'est tellement bizarre et complexe que si on fait une macro-modélisation, du moins sûr au plus sûr, dans le moins sûr, vous avez une union relativement sacrée des deux courbes de sécurité du processus et de sécurité du travail, c'est-à-dire que vous progressez sur l'un, vous progressez sur l'autre. Donc là, ça se passe bien. Vous passez dans une zone centrale, vous avez les mines, la construction, la chimie, enfin le gros de l'industrie, et vous avez une surmesure, parce que vous avez une surpriorité pour la médecine du travail et les accidents de travail, par rapport au risque du processus. C'est-à-dire que vous investissez plus en matière de mesure sur ce qui va être finalement la protection des opérateurs que vous n'investissez sur la protection en relatif du processus. Et puis quand vous passez sur les industries les plus sûres, l'objectif est tellement tendu par le fait que vous ayez un processus sûr que vous relâchez la contrainte sur la sécurité du travail et que les industries les plus sûres sont de très loin pas les plus sûres en matière de sécurité du travail. Mais elles sont très sûres en matière de processus.
Et alors, vous voyez bien que c'est des courbes qui ne sont pas complètement liées, parce que derrière, il y a des modèles sociaux, il y a des modèles d'interprétation, il y a des modèles de priorité, il y a des modèles de ce qu'on veut vraiment mettre en place. Et comme on n'a pas les échanges complets entre les deux courbes, eh ben, on est un peu à la peine quand on veut travailler sur les mesures. Alors, bien sûr, pour finir, on le comprend, il y a plusieurs dimensions à gérer dans l'entreprise. Pas gagner les marchés, ça ne fait pas vivre l'entreprise longtemps. Pas produire à temps, ça ne fait pas gagner l'entreprise très longtemps. Pas maîtriser l'accompagnement financier, c'est pas non plus très bon. Et avoir des accidents, c'est pas bon. C'est 4 objets de mesure. Est-ce que c'est 4 objets sur la sécurité? Si la sécurité, c'est pas mourir, c'est 4 objets sur la sécurité quelque part. Et vous mettez des marqueurs de mesure qui sont des marqueurs de survie. Si vous interprétez la sécurité comme un outil de survie, il faut survivre sur les 4 dimensions. Et dans le fond, il va falloir bien mesurer ce que l'on a décidé de faire et bien mesurer ce que l'on ne va pas faire. Et les conclusions, c'est qu'une grande partie de la mesure de sécurité est finalement guidée par des enjeux sociaux, des interprétations finalement et des croyances, pas tellement par des enjeux scientifiques, alors que la mesure apparaît comme un mot scientifique. Évidemment, il vaudrait mieux comprendre les enjeux avant de se mettre à mesurer. Et du coup, ça nous amène assez naturellement sur ce qui est le thème de ce qui suit, c'est que la culture de sécurité qui guide souvent, ou qui est un réceptacle des enjeux sociaux de l'entreprise, si vous la comprenez bien et que vous la mesurez bien, vous avez une chance d'avoir un modèle qui vous permet de comprendre la mesure que vous faites. Sinon, vous pouvez prendre de la mesure sur étagère, vous la mettez chez vous, mais ce n'est pas sûr que vous compreniez le résultat. Merci. Peut-être une question, et après on ne prend pas de retard, et c'est Gilbert Casamata qui va venir derrière moi. Est-ce que l'apprentissage, rien que l'apprentissage, sans vouloir dire que l'indicateur doit forcément aboutir à chaque fois à une décision, et que cette décision soit bonne, et que la politique soit applicable, etc., est-ce que l'apprentissage, la meilleure connaissance du système, ne justifie pas par elle-même le besoin d'indicateurs, même si, peut-être qu'il faut discuter de la politique de divulgation de la mesure, de la communication de la mesure, parce que là on sent qu'il y a des enjeux politiques qui font qu'il y a de la pression, on ne peut pas forcément utiliser cette mesure comme on veut. Mais est-ce que cette notion d'apprentissage en elle-même n'est pas suffisante pour justifier la mesure ? Vous touchez un point qui est assez fondamental et qui est très difficile à maîtriser dans l'industrie, c'est que la mesure a une capacité d'apprentissage si, comme je l'ai dit par ailleurs, vous faites plus que mesurer, vous comprenez ce qui est dit par la mesure. Donc là, il y a une vraie capacité d'apprentissage, mais il y a un contresens dans son usage général, c'est que dès qu'elle existe, elle est utilisée comme preuve de l'efficacité. On ne sait pas tenir de la mesure dans l'industrie en la tenant que sur le versant apprentissage et donc en justifiant que ce qui est important, c'est d'avoir une mesure pour pouvoir aller plus loin pour comprendre, sans regarder par ailleurs le fait que malheureusement, elle n'aille pas systématiquement dans le sens où on veut, c'est-à-dire le seul sens que je vous ai signalé en matière de sécurité, descendre. Et comme on a cette vision qui est biaisée socialement, parce que les tutelles, parce que, y compris les directions centrales, n'ont pas vraiment intégré cette tolérance à l'apprentissage qui nécessite vraiment une posture très particulière sur les mesures. Je vous garantis que quand vous avez des mesures comme je vous ai mis là, qui sont complètement contradictoires par rapport à ce que vous voulez, la tutelle n'a aucun discours qui résiste. Elle n'a aucun discours qui résiste, elle préfère supprimer la mesure parce qu'elle est extrêmement gênée. Il faut être très spécialiste après pour pouvoir gérer ce genre de résultats. Et les gens ne sont pas assez formés pour gérer ça. Bon, je ne veux pas mettre la salle en retard et je passe la parole à Gilbert Casamata.